Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à l'animation du CSE. Je suis Charlotte de Guigné, juriste en droit social au sein du cabinet Orcom depuis 9 ans maintenant et j'interviendrai sur les aspects juridiques du sujet. Je suis accompagnée aujourd'hui par Chantal Benoît. Chantal, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, ravie de participer à ce webinaire. Donc, je suis consultante chef de projet donc au cabinet Actiforce, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines. Très bien. Alors, je vais commencer rapidement par vous présenter le cabinet. Donc, cabinet Orcom, donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable de commissariat aux comptes, d'audit et de conseil, donc composé de 1400 collaborateurs et répartis sur 50 sites en France. Voilà, sur les slides, vous pouvez voir un peu défiler l'intégralité de notre offre. Et Chantal, comme elle vous l'indiquait, intervient pour l'une de nos filiales qui s'appelle Actiforce. Peut-être je te laisse introduire Actiforce en quelques mots, Chantal. Oui, Actiforce, comme je vous disais, est un cabinet de conseil en ressources humaines qui existe maintenant depuis 35 ans. Et nos 5 grands métiers, on va dire, c'est le recrutement et l'approche directe, l'audit conseil, RH, management et coaching, formation, l'accompagnement des transitions et carrières et la gestion de la paye. Merci beaucoup, Chantal. Alors, Au programme, notre programme, vas-y. voilà, et puis je te donne la parole tout de suite après. Alors, comme vous l'a précisé Charlotte, donc Charlotte va intervenir sur les parties plus juridiques. Donc, pourquoi un CSE, comment fonctionne cette instance, le rôle de ce CSE et bien sûr des éléments de protection, renforcement encadré. Et puis, une deuxième partie sur les conditions d'une réunion réussie. Qu'est-ce qui est la posture plus particulièrement à prendre dans la phase préparatoire et animation et les pièges à éviter. Voilà, je te donne la parole, Charlotte. Merci, Chantal. Alors, pour commencer, on peut se poser la question de savoir pourquoi mettre en place un CSE, pourquoi faire, à quoi ça sert un CSE. Eh bien, un CSE, enfin, en réalité, les lois qui sont relatives à la représentation des salariés sont ce qu'on appelle des lois de police. Et les lois de police, ça s'impose à toutes les entreprises qui exercent une activité en France et qui sont, du coup, tenues de mettre en place des institutions qui sont prévues par ces lois, dont le CSE. Ces institutions, elles sont tenues de les mettre en place à tous les niveaux des secteurs de production qui sont situés sur le territoire français. Et au-delà de cet aspect obligatoire, pour ce qui concerne le CSE, donc le CSE, c'est une instance qu'on dit représentative du personnel auprès de l'employeur et sa mission principale, en fait, consiste à défendre l'emploi et les conditions de travail des salariés, veiller à la préservation de leur santé et de leur sécurité, s'assurer du respect du droit du travail. Ça, c'est vraiment ces 3 grandes missions. Donc, le CSE, il permet en principe à l'employeur de travailler avec une instance qui est élue par les salariés et qui détient donc une légitimité auprès d'eux. Et voire, on va considérer aussi que les élus auxquels les salariés, pour lesquels les salariés ont voté, eh bien, c'est des élus pour lesquels ils leur font confiance. Ce qui peut présenter un réel atout pour l'employeur en termes de communication et aussi pour participer au maintien du bon climat social. Alors, le CSE va jouer un rôle en matière d'activités sociales et culturelles, qui sont un domaine qui est un domaine qui est souvent très apprécié par les salariés. Et enfin, on verra par la suite, disposer d'un CSE dynamique et moteur sur certains sujets, ça peut aussi contribuer à valoriser la marque employeur et la QVT, qui sont vraiment des thèmes qui sont très importants à l'heure actuelle. Alors, on se pose parfois la question de savoir si le CSE est obligatoire. Alors, l'obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel, elle est posée par le Code du travail. Donc voilà, c'est l'article L2311-2 qui la pose. Et en fait, cette obligation va être subordonnée à une condition d'effectif qui est fixée par la loi, c'est-à-dire que le CSE va devoir être obligatoirement mis en place dans les entreprises dont l'effectif est au moins de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.
Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le nombre d'élus qui va composer le CSE, ainsi que les attributions de l'instance, c'est-à-dire le rôle que l'instance va jouer et les pouvoirs qui lui seront attribués, vont aussi être fonction de l'effectif. Alors, la mise en place du CSE se fait au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, mais elle peut aussi se faire à différents niveaux, comme par exemple dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui ont plusieurs établissements distincts. On peut avoir des CSE d'établissement et des CSE, ce qu'on appelle un CSE central, constitué au niveau de l'entreprise. Voilà. Toutefois, une petite précision, l'employeur n'est pas tenu d'avoir des élus à tout prix. En fait, votre obligation est vraiment d'organiser les élections. Dès lors que vous êtes éligible à l'obligation, votre obligation, ça va être de démarrer le processus électoral, de mener les opérations. Et à l'issue des opérations, il y a un procès-verbal en principe qui doit être émis pour constater si des élus vont être désignés ou non. Donc, on aura soit un procès-verbal d'élection ou un procès-verbal de carence qui sera établi. Et en fait, c'est vraiment ce document qui vous permettra de justifier auprès de l'inspection du travail que vous avez bien rempli votre obligation. Donc, attention à bien suivre la procédure obligatoire et surtout le formalisme qui s'impose. Alors, autre question, est-ce que j'encours un risque si je ne mets pas en place mon CSE? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il faut faire très attention à ce point-là, parce qu'en cas de défaillance de l'employeur quant à la mise en place des élections professionnelles dans les entreprises, on va considérer que l'absence de mise en place du CSE va constituer ce qu'on appelle un délit d'entrave. Donc, le délit d'entrave, c'est un délit pénal qui est puni d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende pour le chef d'entreprise en tant que personne physique, et de 37 500 € d'amende pour la société, qui est donc la personne morale. Donc attention, c'est vraiment quelque chose de grave. Alors, je précise quand même toutefois que le délit d'entrave, pour être constitué, doit réunir donc ce qu'on appelle un élément matériel et un élément intentionnel. Donc l'élément matériel, ça va être le fait de ne pas avoir organisé les élections, et l'élément intentionnel va en fait se déduire du caractère volontaire de l'omission par l'employeur. Voilà. Autre conséquence aussi, si on ne met pas en place le CSE, c'est que tout salarié pourrait réclamer l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'absence de la représentation de personnel. Voilà, ça c'est une constante, donc il faut y faire bien attention. Et c'est la même chose pour les organisations syndicales qui peuvent aussi demander des dommages et intérêts. Alors, au-delà de cet aspect pénal et sanctions, alors l'absence de CSE peut avoir des conséquences plus pratiques et plus directes en fait au sein de l'entreprise, et c'est aussi à ça, c'est aussi sur ce point-là qu'il faut vraiment être vigilant. Alors l'absence de CSE peut être un réel frein tout d'abord au dialogue social et à la vie de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, vous ne pourrez pas prononcer ou mettre en place, engager de licenciement collectif pour motif économique, parce que dans les licenciements collectifs pour motif économique, vous devez informer et consulter le CSE. C'est une obligation posée par le Code du travail pour tout projet de licenciement économique. Donc, si on n'a pas de consultation du CSE, ce qu'on risque, c'est que la procédure de licenciement sera jugée irrégulière. Même chose pour le licenciement pour inaptitude. Donc, je vous rappelle brièvement que lorsque vous devez engager un licenciement pour inaptitude, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, vous avez l'obligation de consulter le CSE sur le reclassement du salarié qui est inapte et une éventuelle proposition de poste qui pourrait lui être faite. Voilà. Donc, même lorsque, et ça, c'est même lorsque vous êtes dans l'incapacité d'offrir une proposition de reclassement aux salariés. La consultation du CSE est dans tous les cas obligatoire. Et sans cette consultation, pareil, le licenciement pour inaptitude pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse et être annulé, ce qui pourra donner lieu à des dommages et intérêts pour le salarié. Donc, vous voyez que ça peut être assez bloquant, notamment sur ces aspects-là. Ensuite, vous ne pourrez procéder à aucun licenciement de salariés protégés. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais si je ne mets pas en place de CSE, je n'ai pas de salariés protégés. Eh bien non, parce qu'en fait, la liste des salariés qui sont considérés comme protégés est fixée par le Code du travail. Donc, vous avez tout un tas de rôles, en fait, ou de typologies de salariés qui ont des mandats. Par exemple, les conseillers qui siègent au conseil de prud'homme sont des salariés protégés. Pour eux, si vous devez être amené à les licencier, eh bien, il faudra suivre une procédure spécifique. Et dans cette procédure spécifique, vous devez consulter le CSE, mais vous ne pourrez pas le faire vu que vous ne l'avez pas mis en place. Voilà. Donc, le licenciement sera nul, ou alors vous serez bloqué, vous ne pourrez pas licencier votre salarié.
rapidement, deux autres mesures assez importantes, c'est que vous ne pourrez pas mettre en place ou modifier votre règlement intérieur, car il vous faut l'avis préalable du CSE. Pareil pour dénoncer un usage qui serait en place dans l'entreprise. Par exemple, si vous souhaitez mettre fin au versement d'une prime que vous avez l'usage de verser selon une certaine régularité, et bien là, c'est pareil, la mesure que vous aurez souhaité prendre et qui ne fera pas l'objet d'une consultation du CSE, eh bien, sera inopposable aux salariés. Voilà. Dernier point, donc le salarié peut aussi saisir l'inspection du travail pour vous forcer en fait à vous mettre en conformité et à procéder à l'organisation des élections du personnel. Donc vraiment, notre conseil, c'est de régulariser la situation au plus vite pour une question de sécurité juridique et puis de bonne application du droit du travail dans l'entreprise. Alors, la question qu'on va avoir souvent, c'est OK, mais quel est le rôle du CSE? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CSE a ce qu'on appelle des attributions, donc des pouvoirs, un rôle qui va être défini en fonction de l'effectif de l'entreprise. On va considérer que dans les entreprises où l'effectif est inférieur à 50 salariés, le CSE va disposer d'attributions que l'on appelle restreintes, c'est-à-dire qu'elles sont plus limitées, il y en a beaucoup moins. Alors que lorsque on est dans une entreprise de plus de 50 salariés, le CSE va disposer d'attributions qu'on dit étendues. Donc ça, on va voir un petit peu plus loin en quoi ça consiste. Alors, concernant les missions générales du CSE, les missions que vous voyez là sur la slide vont concerner les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, donc les entreprises, donc les CSE qui ont des attributions restreintes. Mais attention, les CSE qui ont des attributions étendues, qu'on verra sur la slide suivante, bénéficient de ces attributions de base et ont en plus des attributions supplémentaires. Donc là, pour vous les présenter rapidement, le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives sur les questions relatives au salaire, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales qui concernent la protection sociale, sur les conventions et les accords applicables dans l'entreprise. Il contribue aussi à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il réalise des enquêtes en cas d'accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Et les élus disposent aussi de ce qu'on appelle un droit d'alerte qui lui permet en fait de demander à l'employeur des précisions, par exemple lorsqu'il y a une atteinte constatée aux droits des personnes. Ça va être notamment dans les situations de harcèlement moral, par exemple, ou alors santé physique, mentale, aux libertés individuelles comme la liberté d'expression ou d'opinion, voilà, ou en présence d'un danger grave et imminent. Voilà. Alors ça, c'est vraiment les attributions de base. Et ensuite, on va passer aux attributions étendues, donc qui vont concerner, comme je vous le disais, les sociétés qui ont un effectif supérieur à 50 salariés. Donc, en plus des attributions qu'on vient de voir sur la slide précédente, le CSE va devoir être informé et consulté sur les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sur les points que je vais vous lister. Donc, les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation, donc de l'organisation ou de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, les conditions d'emploi, de travail, la durée du travail, la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, parce qu'on va venir modifier les conditions de travail, et tout aménagement en fait, qui va modifier de façon importante les conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail des salariés. Hein. Également, les mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des malades, des accidentés, des invalides, travailleurs handicapés, notamment concernant l'aménagement de leur poste de travail. Ensuite, le CSE va assurer ce qu'on appelle l'expression collective des salariés pour leur permettre d'avoir une réelle prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions qui vont concerner la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise, l'organisation du travail, la formation professionnelle, les techniques de production, etc. Bien entendu, il joue aussi un rôle en matière de santé, sécurité et conditions de travail, parce que le CSE, ici, va être très actif sur ces sujets-là. Il va procéder et analyser les risques professionnels. Il va être associé à ces travaux-là. Il va contribuer aussi à faciliter l'accès aux femmes à tous les emplois et à la résolution d'éventuels problèmes qui peuvent être liés à la maternité. Et il peut aussi susciter toute initiative qui serait utile et notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Et enfin, je sais, la liste est quand même un petit peu longue, mais le CSE est consulté sur des sujets qui sont listés aussi par le Code du travail, qui sont obligatoires. Donc, ça va regrouper notamment les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise, la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, les hypothèses de restructuration de compression d'effectifs, les licenciements collectifs pour motif économique, les OPA, donc les offres publiques d'acquisition, les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, donc les procédures collectives. Voilà, donc vous voyez que le champ d'intervention du CSE est quand même très très vaste et que donc pour toutes ces raisons, vous ne pouvez pas vous faire l'économie en fait, tout du moins de tenter d'organiser des élections dès lors que vous y êtes éligible. Alors, concernant les réunions du CSE, alors le CSE dispose de différents moyens de fonctionnement. Mais ce qui importe aussi beaucoup sur notre animation d'aujourd'hui, c'est comment gérer les réunions du CSE. Et pour bien les gérer, eh bien, il faut aussi comprendre quel est le rôle du CSE, c'est ce que je viens de vous présenter, et comment fonctionne le CSE, comment se passent les échanges avec le CSE, et comment doivent se dérouler les réunions. Alors, les différents sujets qu'on vient de lister sont en principe évoqués à l'occasion des réunions du CSE, et la fréquence des réunions va varier en fonction de l'effectif. Donc là, je vous ai reproduit les différentes typologies de réunions selon les effectifs dans le tableau que vous voyez sur le slide. Donc en synthèse, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la fréquence de réunion est d'une réunion par mois. Dans les entreprises avec un effectif compris entre 50 et moins de 300 salariés, on a au minimum 6 réunions à avoir par an, avec donc une réunion tous les 2 mois, et au moins 4 réunions consacrées, où doivent être abordés les thèmes relatifs à la santé-sécurité. Voilà. Et dans les entreprises de plus de 300 salariés, eh bien, on retourne au rythme d'une réunion par mois. Voilà. Alors, vous allez voir ensuite que nous avons différentes typologies de réunions. Donc, les réunions ordinaires, les réunions extraordinaires et les réunions préparatoires. Alors là, je vais commencer par les réunions extraordinaires et préparatoires parce qu'ensuite, on déroulera sur le support, on s'attachera principalement aux réunions ordinaires. Alors, les réunions préparatoires peut-être d'abord, en fait, elles permettent de préparer, comme leur nom l'indique, les réunions que le CSE va tenir avec l'employeur. Ça permet aux élus en fait de commencer à débattre entre eux des points qu'ils vont vouloir inscrire à l'ordre du jour, de répartir le rôle de chacun, qui va intervenir sur quel sujet, de préparer leurs questions à poser à l'employeur, préparer aussi les consultations obligatoires en allant chercher les informations dans la BDESE, analyser les informations, préparer les questions à poser suite aux informations qu'on aura récoltées et essayer aussi d'anticiper les réponses de l'employeur. Voilà, ça va permettre aux élus aussi de confronter leur point de vue parce qu'il est quand même assez fréquent que les élus ne soient pas toujours tous d'accord sur les mêmes points. Et ça leur permet aussi de travailler en amont avec les experts quand le CSE fait appel à des experts. Alors, ces réunions, elles sont conseillées pour les élus du personnel parce que ça permet d'arriver préparés à la réunion avec l'employeur, mais tous les CSE ne les organisent pas. Ensuite, nous avons les réunions extraordinaires. Donc, en fait, les réunions extraordinaires, c'est celles qui ne rentrent pas dans le calendrier que je vous ai présenté précédemment. En fait, ces réunions, elles peuvent être organisées à la demande de la majorité des élus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'elles vont concerner un domaine particulier relatif à la santé-sécurité, en fait, simplement la demande de 2 élus va suffire. Elles se tiennent aussi suite à tout accident ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise qui a porté ou aurait pu porter une atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Voilà. Alors, concernant le fonctionnement du CSE, donc le chef d'entreprise, l'employeur, donc le dirigeant, c'est lui qui va être l'interlocuteur naturel des élus. Donc, il va veiller à la mise en place du CSE lorsqu'elle est obligatoire et ensuite, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de s'assurer du fonctionnement régulier de l'institution. Ce rôle, il peut aussi être
être portée par un représentant de l'employeur qui détiendra une délégation de pouvoir. Voilà. Le CSE se compose aussi de titulaires et de suppléants. Donc, en principe, seul le titulaire va assister aux réunions et voter aux délibérations. On considère que, alors, quand on organise les élections, en principe, on élit le même nombre de suppléants que de titulaires, et un titulaire égale un suppléant. Voilà. Donc, le suppléant, lui, ne va pas assister aux réunions et il deviendra titulaire en cas d'absence du titulaire ou jusqu'au retour du titulaire qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution si le titulaire qu'il remplace ne revient pas. Alors, le secrétaire du CSE, donc lui, il a un rôle qui est quand même fondamental. Il fait partie des élus du personnel. Il est désigné par le CSE parmi ses membres à la majorité des voix exprimées. Donc, on ne peut désigner que des élus titulaires pour être secrétaire. En principe, on ne peut ni désigner de suppléant, ni le président du CSE, donc pas l'employeur, et pas de représentants syndicaux. Les missions de secrétaire, ça va être d'établir l'ordre du jour conjointement avec l'employeur, de consigner les délibérations dans les procès-verbaux, d'être le porte-parole du CSE, de réaliser des actes de gestion courante du CSE et de veiller aussi à l'application des décisions. Hop, je vais un peu vite. Alors, il y a aussi des personnes qui ont des voix consultatives et qui doivent être conviées aux réunions du CSE, donc dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsque les réunions portent sur des questions relatives à la santé, sécurité, conditions de travail. Donc là, on va convier le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité ou des conditions de travail dans l'entreprise ou l'agent chargé de la sécurité des conditions de travail. Alors, eux, ils doivent être informés en amont du calendrier des réunions, mais ils n'ont aucune obligation légale d'y assister. Alors, autre interlocuteur, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention. Donc là, je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, ils peuvent assister aux réunions du CSE, aux réunions du CSSCT. Petite précision, donc ils ne vont pas assister à toutes les réunions du CSE, mais comme pour les personnes qu'on a vues précédemment, celles qui vont porter sur des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Voilà. Et ils n'ont aucune obligation légale non plus d'assister aux réunions. Alors, quel va être le rôle de l'employeur au cours de la réunion? Eh bien, l'employeur, son rôle, c'est de présider. C'est lui qui préside l'instance. Donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, son rôle va consister en fixer la date et l'heure de la réunion, convoquer le CSE. Les élus, en principe, doivent lui remettre une note au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Et bien sûr, il va présider la réunion. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'établissement d'un ordre du jour n'est pas obligatoire, mais est vivement recommandé. Et l'employeur peut en principe refuser de répondre aux demandes qui n'ont pas été transmises dans ce délai. Même en absence de notes transmises par les élus, il faut que la réunion se tienne, c'est une obligation. Les questions posées et les réponses devront être consignées dans un registre spécial tenu par le CSE. Et l'employeur, lorsque des questions sont posées, lui, il a une obligation de répondre dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion. Alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est un petit peu plus structuré. Donc, l'employeur va fixer seul pour la première réunion la date et l'ordre du jour. Il va convoquer individuellement les élus, les titulaires et les suppléants aux réunions. En adressant l'ordre du jour dans un délai de 3 jours, donc c'est un minimum, avant la réunion. Il va aussi présider la réunion, arrêter l'ordre du jour ensuite pour les réunions suivantes conjointement avec le secrétaire qui aura été désigné et informer les différents organismes qu'on vient de voir sur les slides précédentes du calendrier des réunions où il doit être présent en principe. Et en plus, il devra leur adresser une invitation au moins 15 jours avant la tenue de la réunion. Alors, les consultations obligatoires, elles sont, elles, inscrites de plein droit à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'elles sont obligatoirement inscrites. Une fois l'ordre du jour établi, les questions doivent en principe être traitées en séance dans l'ordre qui aura été établi sur l'ordre du jour.
La réunion du CSE va se dérouler sous la présidence de l'employeur et son rôle va être principalement d'ouvrir la séance, organiser la discussion des différents points de l'ordre du jour, donner la parole aux différents intervenants, organiser les votes le cas échéant quand il y a des points à soumettre au vote et clore la séance une fois que l'ordre du jour et toutes les questions ont été épuisées. Alors, là, je vous ai mis un exemple de comment peut se passer une réunion. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire en fait, avec les différentes étapes. Donc, on ouvre la séance, on s'assure, enfin, c'est le rôle du président, de s'assurer de la présence du secrétaire ou de la désignation d'un secrétaire de séance parmi les titulaires. Aussi s'assurer des élus qui sont présents et absents et éventuellement procéder au remplacement des titulaires absents. Présenter les personnes qui sont extérieures à l'instance et expliquer aussi les raisons de leur présence. Ensuite, ce qu'on fait aussi souvent, c'est adopter le procès-verbal de la réunion précédente et appeler les points qui sont inscrits à l'ordre du jour pour la séance qui se tient aujourd'hui. Ensuite, les débats commencent. On répond aux questions qui sont posées. S'il y a un vote ou une consultation du CSE, on recueille l'avis, on procède au vote et à l'expiration de l'ordre du jour, lorsque tous les points ont été abordés, on clôt la séance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout élu du comité doit pouvoir s'exprimer et faire valoir son point de vue sur les questions en débat. Le président doit permettre l'échange dans la plus grande liberté d'expression des élus du personnel. Il ne peut pas écourter les débats ou refuser de répondre à une question. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est, s'il n'a pas la réponse, eh bien, c'est de prendre le temps et de dire qu'il répondra à la réunion suivante ou qui s'engage à apporter une réponse dans tel délai à ses élus. Lorsqu'il y a une difficulté qui surgit au cours d'une réunion plénière, alors l'employeur n'a pas toujours la possibilité de reporter l'examen de la question à une prochaine réunion. La réunion, comme je le disais, peut être impossible et dans ce cas-là, donc le président peut demander une suspension de séance pour abaisser les esprits lorsqu'il y a un petit peu de tension entre les participants. S'informer, consulter la documentation pour être en mesure de continuer les débats et de répondre aux questions. Voilà. Alors là, on va voir les différentes informations, consultations du CSE. Donc le Code du travail prévoit que le CSE est soit informé de manière périodique ou ponctuelle, soit préalablement informé et consulté. Donc, il faut distinguer ici ce qu'on entend par information et ce qu'on entend par consultation. Donc, l'information, c'est vraiment quand l'employeur doit fournir au CSE des renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné. Principalement, on est sur une information ponctuelle dans le cadre d'un projet spécifique qui est décidé par l'entreprise, en fait. Dans ce cas-là, le CSE ne va pas émettre d'avis. Mais en pratique, ça ne doit pas empêcher l'engagement d'un dialogue avec l'employeur, une demande d'explication complémentaire des élus, et l'employeur ne peut pas refuser de répondre ou de donner des explications. Quand on est sur une consultation, alors la consultation, ça va consister à demander l'avis du CSE préalablement, donc ça c'est très important, à une prise de décision de l'employeur, ou alors dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes, et tout cela nécessairement après avoir engagé une discussion. Donc la consultation, elle est précédée en principe d'une information qui doit être précise et écrite via l'envoi d'une documentation ou la mise à disposition des informations dans la BDESE. Et la consultation, ça signifie demander l'avis du CSE et non pas la prise de décision du CSE, sauf dans certains domaines où la loi va obliger l'employeur à recueillir l'avis conforme ou l'accord du CSE. Alors, une fois que le CSE a émis son avis, la consultation va prendre fin et l'employeur peut passer à la phase de mise en œuvre de son projet, même s'il avait un avis négatif. Alors, dans des cas très exceptionnels, le CSE dispose d'un cas de veto. Alors, ça va concerner la mise en place d'horaires individualisés, le choix d'un service de santé au travail, le refus d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, ou en cas de refus de certains congés spéciaux. Et si jamais on est sur une consultation qui est irrégulière, donc qui n'est pas conforme, le CSE, lui, peut agir au titre du délit d'entrave qu'on a vu tout à l'heure, ou au civil.
voilà, pour demander la suspension du projet qui est visé par l'employeur ou la remise en l'état de la situation. Voilà. Et le CSE peut aussi demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Pardon. Donc là, je vous ai listé quelques bonnes pratiques. Alors, pour réussir l'animation du CSE, le premier, ça va vraiment être d'anticiper. Alors, comment on peut anticiper? Eh bien, en établissant un calendrier prévisionnel des ordres du jour sur l'année qui va regrouper les informations consultations obligatoires, ce qui va permettre à tout le monde, en fait, de s'organiser pour être présent. Et ça va permettre aussi de préparer en amont le contenu des consultations et la documentation et les informations à fournir. Deuxième point, c'est la régularité. Donc, être régulier dans le planning des réunions. Par exemple, prévoir que les réunions se tiendront tous les troisièmes mercredis de chaque mois ou tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Voilà. Ensuite, favoriser le dialogue social, un dialogue social qui soit ouvert lors des négociations. Donc, communiquer le calendrier des réunions de négociation, écouter les points de vue, mettre en avant les objectifs de la négociation, les objectifs et les mesures proposées, essayer d'associer le CSE aussi au projet pour essayer de co-construire le projet ensemble, donner des exemples concrets, produire des simulations chiffrées, présenter des données sur les avantages, les inconvénients du dispositif, enfin plutôt les avantages, les implications, donner aussi des exemples d'autres entreprises qui ont mené ces projets et les succès obtenus. Voilà, tout ça, c'est des petits tips que vous pouvez aussi utiliser pour vos réunions dans le cadre de votre dialogue social. Et enfin, flexibilité, adaptation, mais aussi fermeté, parce que, bon, comment l'employeur reste quand même le président et le dirigeant, mais l'idéal, c'est quand même d'adopter une attitude qui montre que l'on est ouvert à des ajustements, aux propositions qui sont formulées, et que le but, c'est quand même de trouver un terrain d'entente, mais de ne pas perdre de vue que, hormis sur les points qu'on vient de voir sur la slide précédente, ça reste l'employeur qui est décisionnaire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ma partie. Donc, je vais passer la main à Chantal qui va intervenir plus sur l'aspect gestion des réunions. Merci Charlotte, oui. Je vais aborder ce sujet-là sous un autre angle qui souvent est sous-estimé hein, et pourtant crucial, qui est l'impact de nos croyances, de nos perceptions dans le dialogue social. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'aborde ce sujet-là, parce que nos relations, que ce soit avec les membres élus du personnel ou en tout cas toutes nos relations professionnelles, voire même personnelles, elles sont teintées de croyances qui vont orienter nos comportements. Là, je vous ai mis quelques opinions hein, que les membres élus du CSE peuvent avoir vis-à-vis d'une direction hein, et aussi des opinions que peut avoir la direction vis-à-vis des membres du CSE. Et ça va orienter forcément notre posture en réunion. Donc voilà, je vous cite quelques exemples. C'est de toute façon, les membres du CSE disent, en parlant de la réunion, de toute façon, quand on nous demande notre avis, de toute façon, tout est décidé. Le président ou son représentant, de toute façon, sont toujours du côté de la direction. La transparence, ils ne donnent pas d'informations, ils ne connaissent pas, ils ne défendent pas assez nos intérêts, ils ne nous donnent pas les moyens de travailler, hein, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas d'informations. Pour eux, le CSE, c'est qu'une formalité et ils ne prennent pas en compte nos propositions. Donc voilà quelques opinions, on pourra en dire d'autres, des membres du CSE vis-à-vis des opinions du président vis-à-vis du CSE vis-à-vis du président et maintenant les opinions du président vis-à-vis du CSE. C'est alors ce qu'on entend, hein, moi j'ai été aussi, j'ai animé des CSE hein, et présidé, ce qu'on peut entendre hein, et aussi de nos clients, c'est de toute façon
Les membres du CSE, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans l'entreprise. De toute façon, on est encore dans la lutte des classes et la direction, c'est l'ennemi à abattre. Ils ont toujours un train de retard. De toute façon, ils ne suivent pas les dossiers. Ils sont nuls en communication, donc c'est catastrophique ce qu'ils disent aux salariés. De toute façon, si on n'avance pas, c'est de leur faute. Les élus, de toute façon, ils font ça pour défendre leurs pommes. Ils ont des privilèges et c'est pour moins bosser. Voilà un certain nombre d'opinions. Ces opinions ne sont pas exhaustives, hein, mais qui en tout cas, va orienter nos comportements. Je veux bien que tu passes, Charlotte. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les croyances? On peut aussi parler de perception biaisée. Hein. Eh bien, ce sont des idées qu'on a sur soi-même, l'autre ou le monde, et qui font qu'on développe des convictions profondes qui vont orienter nos comportements vis-à-vis d'autrui. Et qu'on va dire que c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est pas juste. Et une croyance, c'est vraiment une affirmation vraie. Bien sûr, nos croyances, c'est le filtre à travers qu'on met, hein, c'est nos lunettes hein, qu'on met quand on est face à autrui. Attention, la carte n'est pas le territoire. Donc ces croyances, tu peux passer Charlotte, vont faire que ça soit les unes et les autres parties. Tu peux aussi avancer. Ces croyances elles vont nous aider dans la relation ou au contraire, elles vont être un vrai frein, ce qui va faire qu'on va prendre des postures parfois de méfiance hein, des deux parties. Méfiance. On peut être sur la défensive. Donc, quand on est dans la défensive, on peut être dans l'attaque hein, et dans la confrontation systématique parce que si on ne croit pas en la capacité des élus de comprendre les enjeux, le contexte, cette force de proposition, eh bien, c'est sûr qu'on peut être dans la rétention d'informations. Donc, on peut être agacé, on peut prendre des décisions unilatérales, on peut ne pas donner toutes les informations et manquer de transparence. Les élus auront une impression d'être déresponsabilisés, perte de confiance de toutes les parties. Quand on perd la confiance, c'est très dur de la regagner. Et donc, avec des tensions croissantes lors des réunions. L'importance de ces croyances dans nos comportements. Alors, je vais vous donner quelques conseils. La liste, elle n'est pas exhaustive, mais qui sont issus, je dirais, de mon expérience, qui sont issus aussi des expériences auprès des dirigeants qu'on accompagne. C'est important aussi d'identifier ses croyances. C'est quoi mes croyances? C'est quoi les croyances du représentant, hein, du dirigeant, si ce n'est pas le dirigeant qui préside les réunions. C'est quoi ces croyances et c'est quoi les croyances des membres élus? Parce que ces croyances vont faire que nos relations vont être constructives ou au contraire teintées de tension. N'hésitez pas à questionner sur quoi reposent nos croyances. Est-ce que ces croyances, elles sont basées sur des faits et des faits actuels ou des suppositions ou de nos expériences passées qui font que ça va teinter nos relations avec les représentants du personnel. Et donc, je vous conseille aussi de favoriser des moments d'échange, de réflexion. Évitez tout malentendu, de non-dit. Faites-les exprimer, ne laissez pas passer lors de réunions ces non-dits. Et bien sûr, les confronter à la réalité de l'entreprise. Alors, il y a une diapo, peut-être une slide d'avant qui est passée un peu vite, peut-être. Voilà. Osez dire ce que vous attendez des élus. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Est-ce qu'ils sont là pour vous aider? Ils font le lien avec le terrain, même si vous avez
des remontées par vos équipes, les collaborateurs, les managers, mais sont aussi en lien avec le terrain. Ils peuvent vous faire remonter des problématiques, peuvent être des sources d'alerte, faire remonter et non de revendications. C'est un autre regard. Définissez avec eux les sujets que vous voulez travailler ensemble. Est-ce qu'on y va go ou no go? Puis ça peut être le point de départ de réflexion ou de projet au-delà des problématiques de machine à café. Donc, distinguer, ce qui est important, c'est distinguer les positions des intérêts. C'est vrai qu'on entend, les élus vont dire, la direction ne fait jamais ceci, ne nous donne pas de la formation, les élus font toujours ceci, font là, mais explorer les intérêts. C'est quoi leur motivation? C'est quoi leurs besoins? Donc, encourager les représentants du personnel à exprimer leur motivation, à formuler des demandes. C'est quoi leur demande? De ne pas être toujours dans ce qui ne va pas, dans la plainte, mais c'est quoi leur demande et c'est quoi leurs besoins. Et être au clair, vous aussi, avec les lignes à bouger. La préparation, Charlotte vous en a parlé, elle est importante. La préparation, c'est comme je le redis, c'est anticiper les sujets à l'ordre du jour, bien sûr co-construire avec la secrétaire du CSE, c'est revoir les thèmes récurrents. Donc là, vous pouvez les planifier. C'est quelles sont les nouvelles thématiques à traiter. C'est aussi revoir les PV de réunion. Quels sont les sujets qui sont laissés en suspens lors des réunions? Donc, bien sûr, élaborer un ordre du jour clair et précis. Parfois, la secrétaire du CSE vous fait remonter une problématique, c'est pas clair, c'est pas précis. Questionnez. Ne prenez pas voilà la problématique telle qu'elle, pour que votre ordre du jour soit précis, que vous puissiez préparer aussi vos réponses. Donc, définir l'ordre de priorité des sujets à traiter et surtout fixer un temps dédié à chaque point. Vous avez un temps de réunion, c'est important de le respecter. Ce qui va être important aussi, c'est d'anticiper les objections et les critiques. Vous savez, les sujets sensibles et les points qui risquent de provoquer des désaccords. Donc, préparer, associer dans la préparation, quand vous avez fixé l'ordre du jour, associer vos managers, vos cadres. C'est aussi comme ça que vous construisez une relation de confiance avec vos managers. Et appuyez-vous sur des faits. Attention, parce que je le vois, où on va chercher des coupables et on ne recherche pas des solutions. On va dire, le travail n'a pas pu être fait, ou un tel, et on met en difficulté ses managers. Attention à ça. Donc, réfléchir à des solutions ou à des compromis, aussi pour sortir des blocages. Toujours vous appuyer sur des faits. Et puis, avant une réunion, mettez-vous dans la bonne émotion pour être dans l'écoute et dans la construction. Alors, l'animation le jour J arrive. Et quelques conseils aussi d'empathie. Alors, l'empathie, bien sûr, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre les sentiments et l'émotion de l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais en tout cas d'entendre. Et donc, pour faire preuve d'empathie, je vous ai mis une formule qu'on pourrait croire une formule mathématique, E égale MC2. L'empathie, il faut montrer. Il faut montrer, donc ça veut dire faire preuve d'écoute active. On montre et on comprend. Parce qu'on peut penser qu'on fait preuve d'empathie, sauf qu'on ne le montre pas. On n'est pas dans l'écoute, on interrompt, on pense déjà savoir ce qu'ils vont nous dire.
Donc là, ce n'est pas faire preuve d'empathie. Donc l'empathie, montrer, comprendre et en faire 2 fois plus. Donc E égale MC2. Donc utiliser toute l'écoute active et s'appuyer sur des faits. Alors l'écoute active, je vous rappelle, hein, c'est parler, c'est dire je et non tu. Le tu qui tue, hein, le tu, TU qui tue, TUES. Attention, on respecte l'autre et on attend des 2 parties de même. C'est-à-dire, on n'accepte pas le dénigrement. On reprend. Donc, fixez des règles. Soyez ferme sur ces règles-là. Dans l'écoute active, on est dans le questionnement, la reformulation et on fait silence. Il faut aussi apprendre à gérer la critique et les objections. On les prépare aussi parce qu'on connaît ces élus, hein, et donc on peut les préparer. Attention, les élus ne visent pas la personne, en tout cas ne l'autorisez pas, mais la fonction. Et faire preuve de neutralité. Permettez à tous de donner leur avis, de communiquer, que la parole ne soit pas monopolisée par une seule et même personne, et qu'on ne soit pas dans un dialogue à 2, et bien avec l'ensemble des membres. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est qu'au-delà des réunions, que vous mainteniez une proximité avec vos élus, que vous ayez des relations régulières, que vous ne privilégiez pas un membre plus qu'un autre, quelles que soient les relations que vous avez avec eux. Ça va vous permettre de construire des relations privilégiées, voilà, avec les élus. Ils vous feront remonter des informations. Ce qui est important aussi, un conseil, c'est d'être réactif. On fait ce qu'on dit. Donc, validez rapidement les PV de réunion pour une diffusion plus vite. Informez aussi vos managers. Hein, il y a une attention particulière avec vos managers. Mettre en œuvre les actions décidées et surtout assurer un suivi et faire des retours en réunion. Ce qui va être important, c'est de valoriser aussi les contributions des élus. S'il y a des tensions au sein de la réunion, vous pouvez interrompre quelques minutes la réunion, en parler avec la personne concernée, discuter des problèmes concernés. Et surtout, être clair avec ses managers. Est-ce que vous voulez la paix sociale? Attention, la paix sociale. Hein. N'ayons pas peur des confrontations d'idées. Voilà. Alors, quelques pièges à éviter, c'est ne pas écouter activement, c'est interrompre, c'est pas tenir compte de leurs préoccupations ou les banaliser et puis rester sur ses positions. C'est cacher les informations aux élus ou ne pas être clair dans ses messages, dans les enjeux, dans ses préoccupations. Un autre piège, c'est ne pas prendre en compte les croyances des élus, voire des salariés, pas prendre en compte ses propres croyances. Un autre piège, c'est prendre les critiques pour des attaques personnelles. Ne pas respecter l'ordre du jour ou se laisser déborder sur le temps imparti. Un autre piège qui serait de prendre des décisions de façon unilatérale sans consulter les élus. Un autre piège, ça serait de ne pas tenir compte des tensions. Faire comme si ces tensions ou ces conflits internes n'existaient pas.
Et puis, ça rejoint l'écoute, ne pas faire preuve d'écoute active, montrer des signes d'impatience ou d'agacement. Pour terminer, en conclusion, c'est important que vos élus soient formés. Il y a une formation obligatoire pour les élus, mais au-delà de la formation sur les conditions de travail et la santé, c'est aussi qu'ils soient formés au rôle qu'ils ont. Ce qui, plus vous aurez des élus formés, plus les sujets seront riches et le débat constructif. Se former soi-même aussi à l'animation aussi d'un CSE et aux négociations, parce que vous serez aussi amené à négocier. Et puis, aussi en conclusion, c'est dire qu'on est tous co-responsables et qu'on doit tous co-construire ce dialogue social pour qu'il soit un véritable atout pour l'entreprise et pour vous, président de CSE. Voilà pour cette conclusion. Charlotte, est-ce que tu souhaites rajouter quelques mots ? Eh bien, non, merci Chantal, c'était très très bien, très complet. Donc voilà, nous en avons fini avec notre sujet sur l'animation du CSE. On espère que ce sujet vous aura plu. Si vous avez des questions sur les points qu'on a évoqués ou des questions complémentaires ou des points de difficulté avec votre CSE, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous fera un plaisir, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, et je vais vous souhaiter, on va vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tous et on répondra à vos questions. Au revoir et bonne journée. Au revoir.